si je m'assois, je me dis, je vais faire un morceau pour Imra. Ouais. Je fais un morceau, ça c'est pour Imra. Aujourd'hui, avec Didi B, par exemple, est-ce que tu as des relations? C'est quoi vos relations? C'est amical ou c'est business? Didi et moi, je pense qu'on s'est éloignés amicalement. Mon succès en tant qu'artiste a été plutôt, je dirais, brutal. Il a façonné toute une génération avec sa signature bien connue, Shadow Chris Beat. Le premier beat que j'ai vendu, c'était à Kiff No Beat. Tu as vendu à combien? Tu as été pendant longtemps le 6e membre de Kiff No Ouais, Beat. le membre fantôme. Maintenant, je sais avec qui marcher. Ouais. Je sais avec qui faire du business. Je sais qui sont mes ennemis. Je sais même comment marcher avec mes ennemis. Je connais leurs points forts, je connais leurs points faibles. Si tu rentres dans mes 4 mètres, tu vas sortir avec des bras cassés. Il y a vraiment des gens à qui je tenais. Ouais. Et quand j'ai vu leur vrai visage, je dirais que ça m'a anéanti, quoi. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, Oyanambe Nasty Nesta. Mes amis m'appellent Daniel. Cause I sleep where the lions eat. Alors aujourd'hui dans le Cotonou Boy Show, on reçoit un artiste qui a marqué l'industrie musicale ivoirienne et africaine dans son ensemble. Il est producteur, il est chanteur, il est arrangeur, ingé-son, visionnaire. Il a façonné toute une génération avec sa signature bien connue, Shadow Chris Beat. Il a collaboré avec les plus grands noms de la scène urbaine, de Kiff No Beat à Suspect 95, en passant par Runtown, Serge Beno. Mais au-delà du producteur, il y a l'homme, l'artiste et surtout la vision. Aujourd'hui, on va découvrir son parcours, on va découvrir sa philosophie et on va découvrir ce qui continue d'animer cette machine créative qu'on appelle Shadow Chris. Salut Shadow, bienvenue à Cotonou. Waouh, mais l'intro est sauvage. Ah, merci mon frère. Merci. On dit quoi? Ça va super. Là, je me retrouve chez moi. Hein. Ah ouais, t'es à la maison. Ouais, je suis à la maison. T'es déjà venu à Cotonou, non? Ouais, je me rappelle. Ouais, plusieurs fois. T'es venu à quelques années pour un show avec Mouve. C'est ça. Et c'est ça. Où je suis tombé même en plus. Ah, tu es tombé? Ouais. Ah ouais. C'était chaud. Ah ouais? Parce que ça avait circulé sur les réseaux? Bon, je sais pas comment les organisateurs se sont arrangés. Pour qu'il y ait mais il n'y a pas eu de fuite. Oh bon. Il n'y a pas eu de casse. Ouais. Alors, Shadow Chris, je pense qu'il y a une dualité. Il y a le côté Shadow. Avant d'arriver au Chris, on va voir c'est quoi. Ah ouais, clairement. C'est quoi la part d'ombre? Comment tu te présentes aujourd'hui? Moi, je me présente comme un artiste avec grand A. Parce que pour moi, la musique, c'est une continuité. Les gens ont du mal à me mettre dans une case parce que, en fait, je ne suis pas dans une case. Je suis un artiste à part entière. Et je suis à la fois le beatmaker et le chanteur parce que pour moi c'est possible de le faire. Voilà. Donc cette dualité là, c'est ça même qui fait ma personne en fait. Mais qu'est-ce qui t'a d'abord connecté à la musique? Par où ça a commencé avant même d'en faire un métier? Ce qui m'a connecté à la musique c'est mon père. C'est mon père parce que sans le savoir, il m'a contaminé avec ce virus là en achetant plein de disques. Et plein de cassettes parce que dans le temps il y avait des cassettes aussi d'artistes qu'il aimait. Lui il aime beaucoup la musique mais c'est vraiment un passe-temps pour lui. Mais c'était quoi les disques de ton père? Les disques de mon père, il y avait dans le temps il y avait Michael Jackson. Classique. La plupart des disques de Michael Jackson, il y avait un artiste ivoirien qui s'appelle Mewi. Tous les 100%, 200%, 300%. Il y avait Phil Collins, il y avait Elton John, il y avait Kenny Rogers, il y avait qui encore de Tupac. Bon, Tupac par contre c'est mon grand frère. Mon grand frère aussi qui a eu le même virus quand il est allé à l'internat. Et il est revenu avec plein de cassettes de rap américain, Tupac, B.I.G. Basta Rhymes, Dr. Dre, tout ça. Toute la vibe hip-hop des années 90. Exactement. Tu t'es mangé ça à fort. Je me suis mangé ça dans le visage à longueur de journée. Donc quand je suis dans la chambre avec mon grand frère, c'est le rap. Quand je suis au salon avec mon daron, c'est tous les grands là. Michael Jackson, mais oui, tout ça, tu vois. Et j'ai nagé dedans dans mon enfance. Et naturellement, j'ai commencé à développer des aptitudes pour faire du piano, pour faire de la musique et tout. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Et tu as commencé par les instruments. À quel moment tu as ton contact concret avec la musique en tant que soit beatmaker, en tant que chanteur? À quel moment tu as le déclic? Je pense que c'est à mes 8 ans. Très tôt quand même. Parce que le daron avait offert un piano à ma grande sœur.
Ok. Et finalement, c'est comme si c'était devenu le mien parce que j'étais tout le temps dessus. Ok. J'ai rapidement commencé à savoir comment ça fonctionnait, tout ça. Donc, j'ai commencé à savoir jouer à ça, tu vois. Ok. Et c'était tellement fort que finalement, le daron l'a caché pour que je me concentre sur les études parce que ça avait vraiment commencé à me prendre. Ok, en autodidacte, moi, j'ai tout appris comme ça. Ok. J'ai tout appris comme ça. Du coup, ça m'a plus quitté. J'ai continué les études tranquillement. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu vraiment m'investir dedans. Ouais. Et voilà. Apparemment, au niveau des études, tu étais une tête. Ouais. Quand même. Ouais. Quand même. T'as eu quel type de scolarité et tu as fait quel type d'études? Franchement, la première partie de ma vie n'était pas très mouvementée. Parce que je suis toujours assez réservé, tu vois. Donc, j'étais toujours dans mon coin, je faisais mes trucs tranquilles, je partais à l'école. J'étais un élève studieux, tranquille, tu vois. Et c'est quand j'ai eu mon bac que j'ai commencé à me rébeller un peu, tu vois. Faut dire que c'est ça que je vais faire. Je veux le faire depuis longtemps. J'ai mûri cette idée-là depuis longtemps. Donc, c'est comment. Donc là, j'ai commencé à négocier avec eux pour faire ça, mais eux, ils s'y connaissent pas forcément. Ils ont eu peur, tu vois. Donc, on a négocié. Moi, j'ai dit, je vais terminer. Mais quand je termine, je rentre dedans. Ok, mais là, on est en quelle année, là, quand tu es dans ces négociations? Dans les négociations, là, on est en 2005. 2005? Ouais. Ok. On est en 2005. Et on est en pleine crise économique en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on était dans le nord et quand il y a eu la crise, on est revenu à Abidjan. Ça a coïncidé en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire une filière informatique. Dans la filière informatique, sachant que j'ai mon ordi. Avec mon ordi, je peux faire mon son tranquille, tu vois. Donc, tu faisais ton son en fait. Ouais, je faisais mon son. Là, j'ai commencé à faire mon son vraiment sérieusement, tu vois. Ok. Et à partir de quel moment est-ce que tu te souviens du premier beat que tu as vendu? Le premier beat que j'ai vendu, c'était à Kiff No Beat. Ok. Mais même avant ça, est-ce que tu rappais, tu chantais déjà et tu faisais tes propres instrus? Ouais. Ok. Je faisais ça dès que j'ai eu mon ordi, en fait. De la même façon que j'ai appris le piano, je suis rentré dans les logiciels autodidactes, même sans YouTube, parce que j'avais même pas Internet. À force de fouiller, appuyer les boutons, j'ai su comment ça fonctionnait. C'est comme ça que j'ai appris à faire du son. Quel logiciel? FL Studio. Fruity Loops. C'était Fruity Loops dans le temps, c'est ça. C'est avec ça que j'ai commencé. Et puis, le même soir, j'ai sorti ma première prod, quoi. Et c'est comme ça que j'ai su comment ça fonctionnait, j'ai su comment enregistrer. Avec la version démo, parce que j'avais même pas les sous pour acheter la version... Donc, tu n'arrivais même pas à enregistrer? Non, c'est-à-dire je fais l'instru, j'exporte et ça se ferme. Ça se ferme. Donc, ça reste que le MP3 et je pose sur le MP3. C'est comme ça que je faisais tous mes sons. Ok. Du coup, on a commencé comme ça. On était un groupe de rappeurs. Il y avait moi et Rab, le docteur numérique, qui m'aide aussi maintenant dans mon site qui est sorti plus tard, shadowchris.com, tout ça. Ok. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Ok. Doucement, on a fait une mixtape. Ça n'a pas marché. On a fait un album, ça n'a pas marché. Les CD même sont encore là. Il y a plus de 5000 CD dans la maison. Ah ouais. Vous êtes allé fort. Ouais, on s'est mis à fond dedans. Ouais. Et c'était quoi les premiers retours? C'est nul. C'était ça les premiers retours. Et quand tu écoutes aujourd'hui, tu comprends pourquoi ça n'a pas marché? Oui et non. Parce qu'en fait, il y avait déjà le talent, mais il n'y avait pas la maîtrise. Ça manquait de maîtrise, ça manquait de promo aussi. On était vraiment des novices, quoi. On était vraiment des novices. C'était de l'énergie brute. C'était de l'énergie pure. Et ça aurait été mieux travaillé. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, ça aurait été beaucoup mieux travaillé. Et puis, ça aurait été mieux promu aussi, parce qu'il n'y a pas eu de bonnes promos autour. Même si le daron, je rappelle que mon premier producteur a dépensé plus de 20 millions. Hein. Ok, finalement, il t'a suivi? Finalement, il m'a suivi. Ok, comment ça s'est fait? Parce que j'ai été têtu. Ok. Je pense qu'il était obligé de me suivre. C'était soit ça, soit rien, quoi. Ok. À un moment, j'avais... Tu vois, j'ai fait ça. C'est ça. Ok. Et quand ça n'a pas marché, il t'a dit quoi? Il m'a laissé à mon sort, genre... il a dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, t'es grand. Et c'est ce que moi-même, je lui ai dit. Je lui ai dit, effectivement, je suis grand, maintenant, je peux
je peux me débrouiller. Ouais. Et c'est en me débrouillant que je vais me faire mes propres armes et ma propre armure. C'est pas en me faisant aider comme ça. Ouais. Donc, il faut que je me jette dans le bain sans armes. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai dit à mon daron, même les études, il faut que tu arrêtes de les payer. Okay. Si je suis face à l'adversité, là, je sais que je peux m'en sortir, en fait. Ouais. Et donc, là, j'ai ouvert mon studio. Et c'est avec les sous du studio que j'ai terminé de payer mes études. Ok, nice. Donc, tu es allé au bout de tes études. Ouais, c'était le deal. C'était le contrat. Ok, nice. Et musicalement, je pense que ton destin et celui de Kif No Beat sont liés parce que moi, la première fois, d'aussi loin que je me souvienne que j'ai entendu Kif No Beat, tu étais associé, on peut même dire, tu as été pendant longtemps le 6e membre de Kif No Beat. Le membre fantôme. Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire-là est née comment? Bah, cette histoire est née au studio. Ok. Dans mon studio, parce qu'il venait au studio très régulièrement, en groupe séparé d'abord. Ok. Et un jour, ils sont venus me voir pour dire qu'ils veulent faire le groupe, qu'ils veulent se mettre à 5 pour faire un groupe. Ok. Et c'est ce jour-là, je crois que j'ai vendu le premier instru rap que j'avais fait. Ok. Je faisais des instrus, mais je ne les vendais pas. Ouais. J'étais encore en mode comment ça se passe. Et le premier instru que j'ai fait, ça s'appelait Kif No Beat, du groupe Kif No Beat. Ok. Tu as vendu à combien? 40 000. Ok, d'accord. Et c'était l'instru s'appelait Kif No Beat, mais le morceau c'était Le quoi? morceau s'appelait Kif No Beat. Kif No Beat aussi. Ouais. Oh, ok. C'était le premier son de Kif No Beat. Et moi, ma première instru. Ok. Vendu, c'est ça. D'accord. Et bah tu les accompagnes dans leur développement. Ensemble, vous façonnez ce qui va devenir le son Kif No Beat. Mais c'était quoi votre état d'esprit à tous dans cette période-là? En fait, l'état d'esprit, c'était d'arriver à notre objectif qui était de marquer la musique ivoirienne à notre façon. Ouais. C'était ça. Moi, j'ai voulu le faire avec mon album au départ. Et il me fallait d'autres armes. Et quand j'ai vu leur enthousiasme et leur talent, je me suis dit, avec ce que j'ai appris, si on s'associe, on va forcément y arriver. Ouais. Et dans ce temps-là, j'allais encore à l'école, du coup, je ne pouvais pas entamer une carrière comme ça. Donc je me suis dit, ceux-là, je vais m'associer à eux, je vais me mettre à fond dans leur projet. Dans leur projet. Ouais. Et je sais que ça va faire bouger les choses, quoi. Donc sur le projet Pétard d'Ado, c'est toi qui as la production quasiment de A à Z. De A à Z. Cadeau de Noël de A à Z, Pétard d'Ado de A à Z. Ok. Les premiers albums, en tout cas, il n'y avait pas d'autres. Jusqu'à ce que ça prenne et que maintenant les autres commencent à venir nous aider, quoi, tu vois, c'est ça. Ok. Mais est-ce que dès le départ, tu savais que ça allait donner ce que ça a donné? Tu étais confiant dans ça? J'étais très confiant dans ça. Ok. J'ai toujours été très confiant dans mes choix. Ok. Pour moi, je pense la seule manière d'échouer, c'est l'abandon. Ouais. Il y a toujours une porte de sortie tant que tu restes dans une direction. Ouais. Mais il faut rester suffisamment longtemps. C'est comme ça que je vois la vie, quoi. Ok, parce qu'il faut dire, à l'époque, vous étiez coupé, décalé à 1000%. À 2000%. Ouais. Et faire du rap. Qu'est-ce qui vous motivait à faire du rap même, en fait, dans ces temps-là? Ce qui nous motive. En fait, c'est vraiment une vision. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Ouais, on peut pas vraiment mettre de mots dessus. C'est vraiment une vision. Tu sais, au fond de toi, en fait, que c'est ce que tu dois faire, quoi. Ouais. C'est que ça, il n'y a pas d'autre explication à ça. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens de cette aventure avec Kif No Beat? Ça a duré jusqu'à quand tu as été exclusif, producteur exclusif, Kif No Beat? Producteur exclusif, je dirais c'est jusqu'à 2016, 2017, je crois. Ouais. Je crois, parce que déjà, ils avaient commencé... Moi j'ai formé des gars entre-temps, qui ont commencé aussi à faire des prods pour eux. Ouais. Notamment DJ Ives, qui est leur DJ actuel, Tamsi aussi. Donc, eux, ils ont commencé à faire des trucs plus régulièrement. Moi, entre-temps, ma carrière avait complètement explosé aussi. Donc,
avec le temps, j'avais moins de dispo, voilà, c'est ça pour eux. Donc c'est les gars que j'avais formés en fait qui ont pris le relais. C'est ça. Donc avec le succès de Kif No Beat, ton nom grandit aussi et tu commences à collaborer avec d'autres. En dehors de Kif No Beat, quelle est la première collaboration où tu t'es dit waouh, là il y a quelque chose qui se passe? Je pense que c'est quand je suis allé au Kenya. Au Kenya, j'ai rencontré le rappeur sud-africain Nasty C et Rundown. C'est ça. C'est ça. Coke Studio. Coke Studio, c'est ça. C'est ça. Le morceau, il est lourd. Hein. Ah, merci. Le morceau, il est vraiment. J'ai fait la prod. Nasty C est rentré. Il est sorti. Quand il est sorti, il est revenu avec son couplet en moins de 10-15 minutes. Et quand j'ai écouté son couplet, je comprenais pas encore bien les paroles parce qu'il rappait très vite. Mais rien que le flow, déjà, tout le monde était, tu vois, tout le monde était vraiment d'accord que ça allait être un tube, quoi. Et même les gars, même de Coca-Cola sont descendus, ils étaient dans leur bureau en haut, ils ont entendu le son, ils sont descendus, ils ont dit c'est qui ça? On dit voilà, c'est Nasty C, voici le beatmaker, tout ça. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu penses que on doit produire ce son-là à fond? J'ai dit, mais vous-même écoutez. Et je pense que c'est un des singles de cette époque Coke Studio qui a été le plus promu. C'est ça. En tout cas, c'est le morceau emblématique de toute cette époque. Normalement, je dois recevoir mes plaques parce que en Afrique du Sud, ça a été 3 fois disque de platine. Ah ouais. Mais bon, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Du coup, c'est encore là-bas, quoi. Ok, et en Côte d'Ivoire également, ton nom prend, dans l'Afrique, ton nom prend. Et c'est quoi la collaboration ivoirienne que tu as faite où tu t'es dit, bon, là, moi-même, je fais partie des grands noms du pays? La collaboration... Bon, je pense que c'était le son avec Serge Beno. Parce qu'après mon succès avec... je suis jamais prêt, là. Je voulais faire un feat avec Serge Beno depuis un certain temps. Et en fait, quand j'avais fait ce son-là, directement, il quittait la France et il est venu directement au studio pour qu'on fasse C'est nous les boss avec lui. Et donc, à ce moment-là, vous êtes tous des stars, que ce soit Kif No Beat, toi, là, on était aussi. Mais qu'est-ce qui change dans ta vie, factuellement? Je dirais que c'est du tout au tout. Hein. C'est du tout au tout. C'est une nouvelle vie. Parce que moi, mon succès en tant qu'artiste a été plutôt, je dirais, brutal. On me connaissait déjà en tant que beatmaker, mais vu qu'il n'y avait pas le visage sur le nom, j'avais une vie relativement tranquille, qui ressemblait en fait à la vie que je menais avant. Et avec en fait, plus d'argent. Avec l'argent. Ça change quand même. J'ai commencé à payer de nouveaux vêtements. Voilà. Finalement, ça avait changé déjà, mais moi, je suis un gars assez réservé, donc ma vie n'avait pas vraiment, évolué. Mais quand j'ai sorti Je suis jamais prêt, je pense que ça a été vraiment, je dirais, un raz-de-marée. Les gens se sont demandé pourquoi c'est maintenant qu'il sort un son. Et c'était devenu un gros banger. Et en fait, je ne pouvais plus avoir ma vie tranquille d'abord. Sortir dans les rues, je ne pouvais plus le faire. Je pouvais plus le faire. Je me rappelle que je suis allé à un concert de Wizkid. J'étais invité au concert. Et quand je suis monté sur scène, en fait, j'ai même pas chanté. Je me suis juste arrêté là. La foule était en liesse pendant au moins 1 minute. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai compris que ma vie n'allait plus jamais être la même. Pareil, C'est ce jour-là, en fait. C'était en 2015. Ok. Et quels sont, quand tu repenses à cette époque, quels sont et comment le showbiz a commencé à te regarder? Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Il y a eu du bon parce que quand tu es connu, les portes s'ouvrent. Il y a des portes qui sont fermées, qui s'ouvrent automatiquement. On te regarde d'une autre façon. Mais il y a aussi beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de gens qui commencent à développer une certaine haine pour toi.
avec le temps, j'ai compris que c'est pas forcément voulu. Je pense que la jalousie est mal vue, mais c'est un sentiment naturel de l'homme. Il faut juste arriver à la canaliser pour que ça aille dans le bon sens. Si tu es jaloux de quelqu'un, ça veut dire que il y a des aptitudes qui te permettent d'atteindre le niveau de cette personne-là. Il faut juste que tu te concentres en fait pour arriver à ça. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Sinon, la jalousie en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais. Il faut juste apprendre à la canaliser. Mais quand tu la canalises pas bien, tu deviens haineux, tu deviens rageux, tu commences à faire des mauvaises choses, tu vois. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois. Et il y a eu beaucoup de gens autour de moi qui ont changé de visage, en fait. À cause de ça. Y compris tes proches même. Avec qui j'ai dû couper les ponts parce qu'en fait, c'est difficile à gérer. Mais toi, comment tu gères ça? Est-ce que tu essayes de comprendre? Est-ce que tu essayes de... Moi, je prends beaucoup de recul face à des situations. Et même si souvent je coupe, j'essaie toujours de prendre des nouvelles, savoir comment la personne va. Même si la personne me déteste, tu vois. Mais j'essaie de me mettre à la place de la personne pour me dire que c'est pas forcément de sa faute, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à un homme dans sa vie et qui font que cette personne va être comme ça. Voilà. Donc, moi, je réfléchis avec vraiment beaucoup de recul. Et je pense que j'arrive à gérer quand même. J'arrive à gérer ça quand même de la meilleure façon possible avec beaucoup de pragmatisme et puis beaucoup de neutralité surtout. Parce que rester neutre pour moi, c'est important. D'accord. Mais comment tu trouves l'équilibre entre créer pour toi et créer pour d'autres artistes? Est-ce que ça t'est pas arrivé d'avoir une commande d'un artiste, tu as commencé, tu entends le son, tu dis non, ça c'est trop fort, je garde ça pour moi? Ah non. Ah ouais? Non, pourquoi? Parce que même si je fais un son pour quelqu'un, le mérite revient en partie à moi quand même. Parce qu'on me connaît déjà comme ça en tant que beatmaker et tout. Et quand je fais un son qui pète pour quelqu'un, l'instru, machin, tu vois. Donc, j'ai pas de mal à donner des bangers à un artiste. Tu sais que tu vas en refaire derrière. Je sais que l'inspiration est là. Si je l'ai fait, je peux le refaire, tu vois. Et pour moi... Donc, j'ai vraiment pas de problème avec ça, quoi. Mais tu dis que tu es un artiste à part entière, mais est-ce que dans le développement de ta carrière, que ce soit en termes de visibilité et tout, tu n'as pas des choix difficiles à faire entre artiste et producteur, savoir quand chanter, quand être producteur? Ça a été et c'est toujours mon plus gros challenge. C'est mon plus gros challenge parce que la manière dont je me vois, les gens ne me voient pas comme ça. Il y a des gens qui me voient, lui, il doit être beatmaker. Il ne doit pas chanter du tout. Il y a des gens qui aiment ma musique, qui se disent qu'il faut que je me concentre plus dessus et que je laisse le côté beatmaker pour me concentrer. Et en fait, j'ai compris que les gens me mettent, comme je disais au départ de l'interview, les gens me mettent dans des cases. Ils me définissent d'une certaine façon. Et ça me crée des soucis parce que il faut que je leur fasse vraiment comprendre qui je suis dans mon entièreté. Et c'est ça qui est le gros challenge. Il faut réussir à faire comprendre aux gens que c'est la continuité, en fait. Pour moi, c'est une continuité. Oui, mais là ce qui est délicat, là, je parle en tant que fan de musique ou professionnel de musique même, c'est que quel est ton son, toi-même, qu'est-ce que tu aimes? Parce que tu fais des hits coupés décalés, tu fais des hits rap, tu peux tout faire en termes de style, et toi-même artistiquement tu peux tout faire en termes artistiques, mais je fais pas tout. Donc ok. Mais je fais pas tout. C'est quoi ton essence à toi-même? Mon essence c'est la variété. Et j'ai l'impression même que tu as développé une intelligence dans la manière dont tu fais tes sons, ce qui fait que tu peux faire 1 an sans rien sortir. Quand tu sors, c'est calculé, c'est calibré, ça passe sur TikTok, tu connais tous les codes et banger direct. C'est ça. Et pour moi
La difficulté, comme tu le dis, c'est de garder sa direction malgré le fait que tu sais que tu peux tout faire. Ouais. C'est ça qui est le plus difficile en fait. Parce qu'un artiste doit avoir une direction plus ou moins précise. Ça ne doit pas aller dans tous les sens. Ouais. Et pour moi, je ne me considère pas comme un rappeur pur. Ouais. Moi, je me considère vraiment comme un chanteur. Okay. Et toutes mes chansons, il y a toujours un peu de... Je chante en fait. De la mélodie. De la mélodie. Même quand le flow ressemble à du rap, c'est toujours de la mélodie, tu vois. Et c'est vraiment comme ça que je me définis. Je me définis vraiment comme un chanteur à variété. Okay. Même si les instruments sur lesquels je vais poser, c'est souvent du rap, c'est souvent un peu de l'afro. Voilà, c'est toujours dans cette direction-là, afro, rap, je reste dans ça. Mais pas coupé, décalé, pas zouglou, tu vois. C'est vraiment dans ce style urbain-là que je me définis. Okay. Ça. Je vais te citer 3 beatmakers africains. Tu vas me dire ce que tu penses de Sars. Très fort. Ouais. Très fort. Lui, dans ses débuts, je pense qu'il avait le même problème que moi. Il a un problème identitaire parce qu'il est très fort. Et il voulait vraiment prouver en fait qu'il est talentueux, qu'il sait faire un peu tout. Et je pense qu'à un moment donné de sa carrière, il a compris qu'il doit simplifier. Et quand il a commencé à faire des instruments simples, ça a pété pour lui, quoi. Son son avec son son Mona Lisa, là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vais te dire Master Just. Yeah. Ah, lui c'est mon gars en plus. Très, 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 très fort. Je trouve que en Afrique francophone, c'est un des plus talentueux. Je suis d'accord. C'est un des plus talentueux. Un génie. C'est un génie. C'est vraiment un génie. Il a vraiment trouvé la couleur en fait du groupe, quoi. Et c'est propre à lui. C'est vraiment... Il a vraiment trouvé son créneau, quoi. Ok. Fort. Et un troisième, Tamsir. Ouais, Tamsir, c'est mon petit. C'est mon petit. Toi qui l'a formé, on va dire. Qu'est-ce que tu penses de son évolution? Je pense que Tamsir est très... Il sait ce qu'il veut. C'est sa plus grande force. Moi, comparé à lui, je suis... Comme je dis, je reste dans mon coin. Et par la grâce de Dieu, j'apprends très facilement les choses. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'aller vers quelqu'un pour apprendre. Lui, c'est tout l'inverse. Il n'a pas forcément cette aptitude d'apprendre sur le tas. Mais il sait tellement ce qu'il veut qu'il va t'emmerder jusqu'à ce que tu lui donnes ce qu'il veut. C'est ça sa plus grande force, en fait. Il sait aller chercher ce qu'il veut. Que ce soit chez moi, que ce soit chez David. Il est passé chez David Aero, il est passé chez Bibi Philippe, il est passé chez tous les grands arrangeurs de la place, en fait. Pour prendre un truc qui les intéresse. Et il s'est approprié ça. Et donc, ça lui a donné sa couleur propre à lui. Assez riche. Et puis assez... En fait, moi, quand j'écoute, je m'entends moi, j'entends Baby, j'entends David. En fait, il a tout collé sur lui, quoi. Il a aspiré tout le monde. C'est ça. Et je pense que moi, je salue ça parce que c'est du talent aussi. C'est du talent aussi. Alors, avec du recul, quand tu regardes ta carrière, que ce soit en tant qu'arrangeur ou chanteur, est-ce qu'il n'y a pas des périodes où tu aurais fait les choses différemment, tu aurais fait des choix différents? C'est quelle période par exemple, quand tu sors... Je suis Jean Prêt. Oui, je suis Jean Prêt. Là, il y a une explosion. Comment tu enchaînes derrière? En fait, là, j'ai commencé à avoir des soucis avec mon label. Et moi, si je devais refaire les choses, j'aurais plutôt continué à sortir du son au lieu de les écouter, tu vois. Je pense que c'était quoi l'avis de ton label à cette période? Mon label, il y a eu beaucoup de complications parce que eux-mêmes, ils avaient des soucis, donc ils n'étaient plus vraiment concentrés sur ma carrière. Et contractuellement, je n'avais pas le droit de sortir des sons moi-même. Mais je pense que si je devais refaire les choses, j'aurais quand même sorti du son, quoi. Pour maintenir en fait le cap, parce que ça créait un creux. Les gens n'ont pas compris ce qui se passait et tout. Et c'était dû à ça.
Et après, pour rattraper, tu es obligé de faire beaucoup d'efforts, en fait, pour revenir, tu vois. Ouais. Et c'est un peu des mois après que j'ai sorti mon premier projet, la première queue de Kibo et tout ça. Ouais. Ok. Voilà. Il y a eu beaucoup de périodes comme ça. Après, il y a eu des épisodes de dépression. Bon, ça arrive à la plupart des artistes. On n'en parle pas souvent, mais ça arrive. Ouais, on va en parler. On va en parler, c'est le prochain chapitre. Mais comment est-ce que tu sais qu'un morceau est pour toi et pas pour quelqu'un d'autre quand tu composes? Bah, si je compose un morceau pour toi, il est pour toi. Non, je veux dire, quand tu t'assois pour composer, c'est toujours intentionnel. C'est soit quand tu t'assieds devant ton PC, tu composes pas et après tu te dis je vais aller dessus ou je vais donner à quelqu'un d'autre. C'est toujours, tu sais très, dès que tu t'assieds et que tu touches l'ordi, tu sais si tu vas composer pour toi ou pour quelqu'un. C'est ça. Si je m'assois, je me dis je vais faire un morceau pour moi. Je le fais, c'est pour moi. Si je m'assois, je me dis je vais faire un morceau pour, je dis n'importe quoi, Imra. Je fais un morceau, ça c'est pour Imra. Maintenant, si après il veut pas, là, tu peux l'envisager. Je peux envisager maintenant, voilà. C'est comme ça que je travaille. Ok. Bah, tu parlais de dépression. Dans ton parcours, quel est le moment qui t'a le plus mis à l'épreuve? Je pense que c'est après l'épisode de mon premier label. Après l'épisode de mon premier label. Et ça arrive en quelle année? Ça arrive en 2017. Ça arrive en 2017. Juste après la sortie du projet, je crois, un an après. Ça arrive en 2017. Là, j'étais vraiment livré à moi-même à 100%. Et qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est l'entourage. Parce que les gens qui sont avec toi, en fait, tu te rends compte que les gens qui sont avec toi, ils sont là parce que tu es Shadow, pas parce qu'ils t'aiment bien. Tu te rends compte aussi que le milieu n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Les gens sont là pour le profit, ils ne sont pas là pour tes beaux yeux. Et même les plus proches sont comme ça. Et en fait, ça m'a fait un choc émotionnel, je pense, qui m'a mis dans un genre de dépression, quoi. Parce que il y a vraiment des gens à qui je tenais. Et quand j'ai vu leur vrai visage, je dirais que ça m'a anéanti, quoi. Mais le fait de descendre dans cet état psychologique, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Ce que ça m'a appris sur moi-même, c'est que on peut toujours se relever, on peut toujours s'en sortir. Et que c'est normal, en fait, d'avoir ces temps de, entre guillemets, dépression, là, parce que ça te permet d'avoir du recul, de te recentrer sur toi. Et je pense que la plus grande qualité, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est le recul. Avant, j'étais plus timoré. J'étais genre timide dans mon coin. J'étais gentil. J'étais gentil, tu vois. Maintenant, j'essaie de donner des limites aux gens. Et l'autre chose aussi que ça m'a appris, c'est que les gens sur qui il faut compter là, ils sont pas nombreux. Moi, avant, j'étais vraiment le gars genre, innocent. J'aime tout le monde. La vie est rose, tu vois. J'ai vraiment grandi dans un environnement genre paisible. Et ça, je dois dire merci à mes parents parce qu'ils m'ont protégé pendant longtemps du dehors. Et en fait, quand j'ai vu le dehors là, maintenant je sais avec qui marcher, je sais avec qui faire du business, je sais qui sont mes ennemis. Je sais même comment marcher avec mes ennemis. Je connais leurs points forts, je connais leurs points faibles. Maintenant, je suis devenu, je ne dirais pas un requin, mais en tout cas, tu sais que si tu rentres dans mes 4 mètres, tu vas sortir avec des bras cassés. Ça, c'est clair. Mais ça me permet aussi de garder mon calme. Parce que malgré tout ça, je reste très calme jusqu'à une certaine limite. Parce que moi aussi, je me connais. Ça m'a appris à me connaître. Ça m'a appris à savoir qu'il y a une limite là. Si tu as dépassé ça, il n'y a plus de retour. Et moi, c'est comme ça que je peux être gentil avec toi jusqu'à... Mais si tu es arrivé à ma limite là... Il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière. Et qu'est-ce qui t'a aidé à tenir dans cette période-là? Je pense que l'événement même qui m'a redonné en fait l'envie
de me battre, c'est la naissance de mon fils. C'est la naissance de mon fils. Je pense que mon fils a été la raison supplémentaire, en fait, de ne pas me laisser marcher dessus, de ne pas me laisser abattre par ces situations-là. Et tu te bats plus pour toi, tu te bats maintenant pour quelqu'un. Si demain on grandit, le gars grandit et puis on dit que lui là, il est tombé ou il est devenu bizarre, machin et tout, c'est pas une fierté pour lui. Donc quand tu penses à ça, même si tu es dans cette situation-là, tu te lèves, quoi. Ouais. Et en plus, dans cette période-là, tu as dit les années 2017, le game ivoirien en pleine ébullition, ça pop de partout. Est-ce que quand tu es dans cette phase-là, dans le creux de la vague, et que tu vois que ça pop pour tout le monde autour de toi, comment est-ce qu'on le vit? Moi, comment je le vis? C'est pas que je le vis mal, parce que moi aussi, quand je suis dans mes épisodes de dépression, c'est en fait, je me rétracte, je me coupe en fait, des réseaux, tout ça. Ok. Tu vois, c'est pas des choses que je vois, c'est pas des choses qui m'affectent directement. Parce que moi, je me dis aussi, chacun a sa vision, chacun a sa direction, chacun a son temps. La carrière d'un artiste, c'est jamais top, jusqu'au bout, ça n'existe pas. Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça descend. Il faut accepter les moments où ça descend, parce que les moments où ça descend te permettent de remonter encore plus fort. Voilà. Donc, dans ces périodes-là, moi, je vois ça de loin. Je vois ça de loin. Je vois les erreurs qu'ils font parce que je suis déjà passé par certains, par là. Et j'apprends aussi de leur parcours. J'apprends quand ils font des erreurs. Je vois ce qui leur arrive. Je vois qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. J'apprends aussi de ça. Et je pense que c'est le plus important. Après, il n'y a pas vraiment... J'ai du mal à ressentir de la haine pour quelqu'un. C'est difficile pour moi. J'ai pas été éduqué comme ça. Alors, Shadow Chris, avec tout ce que tu as produit là, tu dois être multimillionnaire. Évidemment. Ok. Au moins ça. Au moins ça. Bah alors, qu'est-ce que la musique t'a appris sur l'argent que tu n'avais pas compris au début? Moi, je pense que ce que la musique m'a appris par-dessus tout, c'est pas la musique. La musique, je pense que je la connaissais déjà. Avec tout ce que j'ai eu à écouter dans mon enfance, tout ça. Mais je dirais, ce que le milieu, l'industrie m'a appris, c'est que le business, ça reste le business. Même dans la musique et même hors de la musique. Le business, c'est le business. Le business fonctionne de la même façon dans tous les domaines d'activité. Il y a les bons, il y a les pas bons. Il faut apprendre à marcher avec les deux. Les bons, honnêtes, fiables, tu les mets à côté de toi. Les pas bons, pas honnêtes, pas fiables. Mais aussi important à ton évolution, tu dois apprendre à dealer avec eux. Il n'y a pas de lui, il est mauvais, je ne marche pas avec lui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, tu stagnes. Il faut apprendre à dealer avec les dauphins comme avec les requins. C'est comme ça. Ok. Mais aujourd'hui, tu as plein de potes avec qui tu as commencé qui sont toujours dans le game. Je veux dire, aujourd'hui avec Didi B par exemple, est-ce que tu as des relations? C'est quoi vos relations? C'est amical ou c'est business? Les relations avec Didi... Parce que je me dis, vous êtes développés ensemble, vous avez grandi ensemble. Aujourd'hui, quand vous devez faire de la musique, c'est business ou c'est amical ou c'est un entre-deux? Je pense que c'est un entre-deux. Mais je pense que ces temps-ci, c'est plus business. C'est plus business. Didi et moi, je pense qu'on s'est éloignés amicalement. Mais on a gardé la tête sur les épaules. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a gardé la tête sur les épaules parce que l'histoire nous lie déjà. Et on sait que quand on se met ensemble, ça fait toujours boum, tu vois. Donc, au-delà de tout ce qu'il y a eu, tous les différends qu'on a eu, on reste des businessmen, on reste des artistes talentueux qui ont intérêt à travailler ensemble si on veut continuer à manger, quoi. Vous êtes dans la paix des braves. C'est ça. Bon, je sais que les Ivoiriens, vous êtes fans de buzz. Je ne vais pas essayer de rentrer dans les détails. Mais c'est le succès qui vous a éloigné?
Ou qu'est-ce qui vous a éloigné quand tu regardes Non, je pense que c'est la différence de vision, la différence de perception de la vie. Okay. On n'a pas, c'est humain. On n'a pas les mêmes valeurs, je dirais. Ok. Ouais, c'est lourd, c'est profond ce que tu dis. Hein. Ok. Je dirais. On n'a pas la même façon de voir la vie. Ouais. Et ça, on n'y peut rien. Ouais. On n'y peut rien. Tu peux pas convaincre quelqu'un d'une conviction que tu as si lui, sa conviction est différente. Ouais. Et c'est comme ça. Et moi, c'est quelque chose que aujourd'hui, j'accepte très bien. Quoi. Je suis à l'aise avec. Okay. Tu as monté ton label également et tu as signé pas mal d'artistes, tu as collaboré avec pas mal d'artistes. Où est-ce que tu en es dans le développement de ce label? Et en tant que producteur, quelle est ton expérience? Alors, le label est en total, je dirais entre guillemets, rénovation. Ok. Là, j'ai ouvert un nouveau local, j'ai repensé les choses. Je suis en train vraiment de remettre une roue en marche, parce que j'avais tenté avec Aura Corporation dans les années 2017-2018. Mais je pense que j'avais pas assez de recul, assez d'expérience et assez de compétences autour de moi pour pouvoir maintenir ça sur le long terme. Ok. C'était vraiment une expérience, pour moi, ça m'a appris qu'il faut mieux s'entourer, en fait, si tu veux faire un label. Ouais. Et puis, il faut mieux prévoir les choses sur le très long terme. Et c'est ce que j'avais pas fait, en fait, avec Aura. Là, je suis en train de refaire les choses avec le nouveau label. Il y a beaucoup de nouveaux projets qui vont s'ajouter à ça, y compris, je le dis en même temps, des formations pour les jeunes beatmakers. Et puis des encadrements pour les artistes. Je veux faire vraiment de A à Z, c'est-à-dire formation quoi. Et puis maintenant, une fois que tu es formé, tu es dans le bain maintenant, promo, après promo. Comment ça se passe quand tu sors, comment on t'accompagne quand tu sors, tout ça. C'est vraiment genre un 360 que je suis en train de monter avec la compétence qu'il faut. Ça prend du temps. Mais une fois que c'est lancé, c'est vraiment une grosse machine de guerre. C'est ça. Mais de base, tu es très discret. Il n'y a pas beaucoup d'interviews de toi. Ça nous a surpris de te voir un peu dans ce télécrochet, le vrai match. Comment tu es arrivé à Comment j'y suis arrivé? C'est pour le chèque, c'est pour le jet ou bien c'est le projet qui t'a plu? Je dirais que ça a été vraiment un coup de tête, quoi. Ok. Les gens me demandent, mais comment ce gars-là est arrivé dans cette émission-là? Et moi, honnêtement, quand j'ai participé à cette émission, je ne m'attendais pas à ce que ça ait un tel impact. Je ne connaissais pas vraiment l'émission. Je ne savais pas que c'était autant suivi. Et je ne savais pas même pas que mon passage allait être autant suivi. Pour information, le directeur de la chaîne m'a appelé pour me féliciter parce que c'est la plus grosse audience depuis que la chaîne existe. Ok. Et en fait, c'est à ce moment que je me suis rendu compte, Christian, qu'est-ce que t'as foutu? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un télécrochet, une télé-réalité où tu... Où je dois choisir quelqu'un avec qui je vais gérer, quoi. Quelqu'un que je vais gérer, c'est ça. Ok. Ça. Tout le monde voulait savoir. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Alors, ce que je retiens, il y a du bon et il y a du pas bon. Ah, ok. C'est quoi le bon? Le bon, c'est que, en fait, le raz-de-marée que ça a créé, je dirais, ça a amené les gens à s'intéresser à ce que je fais. Le pas bon, c'est pas c'est pas ce que je voulais. Ok. C'est pas ce que je voulais en partant dans cette émission. C'était vraiment un truc. Ouais, je vais y aller, je vais amuser la galerie un peu. J'étais célibataire dans cette période-là.
Donc, ça me gênait vraiment pas, en fait, d'y participer. Ouais. Et ça s'arrêtait là. Genre, j'allais faire un truc. Bon, on allait dire, ouais, Shadow a participé à une émission. Bon, ok, ça va. Mais en fait, ça a eu un tel impact sur ma vie privée. Bah, justement, quel impact ça a eu sur ta vie privée? Bah, en fait, tout le monde s'en foutait un peu de ma vie privée. Ouais, mais ouais. Et en fait, après cette interview-là, cette émission-là, c'était tout l'inverse. Ouais. Et en fait, les gens venaient sur mes réseaux pour ma vie privée, plus pour ma musique. Okay. Et ça, je pense que ça a été le plus gros regret que j'ai eu après cette émission-là. Ouais. Si c'était à refaire, tu le referais? Jamais. Non. Okay. Je ne le referais plus. Je pense que ça a été une erreur. Ok. À ce point-là? Ouais. Pour ma carrière, ça a été une erreur. Ça a été un truc, ça m'a amusé, ouais, c'était cool et tout. Mais il y a eu beaucoup de mauvais côtés. Et aujourd'hui, tu es toujours en contact avec Lou? Ensemble? On n'avait pas là. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est gâté complètement. Je sais pas. Je sais pas. Il faut aller vers la fait pas là. Ok. Tu dis que tu tiens à ta neutralité. Yeah. Et que ce soit artiste ou le public, j'ai vu qu'on te reprochait ta neutralité, de ne pas prendre part ou de ne pas te prononcer sur les différents clashs et tout. Ouais. Oui. On m'a reproché ça jusqu'à ce matin. Ah. Parce que hier soir, il y a les 2 projets de DJ Imra qui sont sortis. Oui. Moi, quand je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert mon Apple Music. J'ai cherché le projet de Didi, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché le projet de Imra, je l'ai trouvé. Donc, j'ai commencé à snapper sur les sons de Imra et tout. Et les gars de la conspiration ont commencé à dire que tu nous déçois. Pourquoi maintenant, tu es quoi? Tu es dans le une fois. Et en fait, je pense que il y a un truc qu'il faut que tout le monde comprenne. Moi, quand je suis entré dans le milieu, il n'y avait pas tout ça. Les gars dont ils parlent, ce sont mes petits frères. Et je ne veux pas prendre parti d'un de mes petits frères. En fait, je suis là avant ça. On ne va pas me mettre dans un truc qui est venu après moi, en fait. Et ça, c'est un truc que tout le monde doit comprendre. Moi, je suis dans mon mood. Je suis dans mon camp à moi. J'ai mon camp à moi. Il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui me soutiennent. Ça, c'est mon camp à moi. Je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite, je suis chez moi. Et ça, c'est un truc que les gens doivent comprendre. De la même manière, eux, ils ont leur camp entre guillemets. Moi, j'ai mon camp aussi. Je suis dans mon royaume. Avec mes subordonnés aussi dans mon royaume. C'est ça que les gens doivent comprendre aussi. Je ne suis pas pour non, je sais pas du tout. Ouais. Bon, maintenant, en toute objectivité, ok. Qu'est-ce que tu penses de la carrière de ces 2 artistes-là, que ce soit Didi B, avec qui tu as commencé à participer fortement à sa carrière, et Imra, qui, il faut le dire, je pense que s'il n'y avait pas eu de Didi B, il n'y aurait pas eu de Imra. Clairement. Donc, mais si on parle musicalement et de leur impact sur la culture, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que je pense de ça, comme je disais, dans toute chose, il y a du bon et du pas bon. Ce qui est bon, c'est que tout le monde en parle. Les gens aiment la concurrence. Les gens aiment les combats. C'est pour ça qu'on va regarder les combats de boxe, les combats de catch, tout ça. Parce que les gens aiment la rivalité. Ce qui n'est pas bon, c'est que là où c'est en train de partir, ça devient personnel. Et quand ça rentre dans le personnel, on sort du cadre de la musique. Et ça, c'est quelque chose que je déplore. Je déplore ça parce que derrière, on a la jeune génération qui arrive. Et la jeune génération regarde tout ce que nous, on fait. Si on fait des faux pas ou on fait des choses qui sortent des gonds, la jeune génération va se dire, ah, nos grands frères ont fait ça, on peut le faire et ils risquent de le faire,
empire. Autant des débuts du rap en Côte d'Ivoire, il y avait Almighty, il y avait Stizo. Il y a toujours eu de la rivalité, c'est clair. Mais il n'y a jamais eu ce qui est en train de se produire là. Je veux dire qu'on peut faire de la rivalité, on peut faire des chocs, je dirais, des chocs de valeur, entre guillemets, mais il faut que ça reste dans un certain canevas, quoi. Parce que là où c'est en train de partir, là, on risque d'en arriver aux mains. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout. Je pense qu'il y a déjà eu des petits... Il y a des altercations, tu vois. Et en fait, c'est ce qui se ressent en fait sur nous tous. Parce que il y a de l'animosité et dans leur groupe et chez les fans. Et c'est ça qui rejaillit en fait sur nous tous. Ouais, toi, pourquoi tu es comme ça? Toi, tu es là, tu es de tel côté, alors que tu n'es... J'avais pas... Je veux pas ça en fait pour la musique en Côte d'Ivoire. Je veux pas ça du tout. Ok. Et tu dis que tu veux pas ça dans 10, 20 ans. Comment est-ce que toi, tu aimerais qu'on parle de ton impact dans la musique ivoirienne? Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que je veux qu'on reste dans le cadre de la musique. Je veux qu'on dise que lui, il est venu, il a révolutionné la musique. C'est ça que je veux qu'on dise sur moi. Il est venu, il a apporté telle couleur à la musique. Il est venu, il a révolutionné le rap, il a révolutionné l'afro, il a révolutionné la musique dans son ensemble. Il a apporté telle chose, il a ouvert tel label, il a fait sortir tel artiste. C'est ça que je veux qu'on retienne à la fin. C'est pas que il a fait parler avec il est sorti non. Non. Alors pour terminer, je vais te demander de me donner ton top 2 de tes productions pour d'autres personnes. Un titre rap et un titre variété. Ah, le titre rap. Le titre rap, il y a beaucoup dans ma tête en ce moment. Il faut que je choisisse une, c'est ça, une prod. Et on va même changer top 3, ta meilleure collaboration. Voilà, pour terminer. Donc, un titre rap, un titre variété et... Bon, déjà, mon plus beau titre variété que j'ai fait en tant que beatmaker, c'est ce qu'on vient de dire à Runtown Nasty ici. Ça, c'est déjà acté. 33 millions de vues, c'est pas rien. Mon titre rap, je vais dire Tu es dans pain, mais après Tu es dans pain, il y a eu tellement... Moi, je mettrais Tu es dans pain pour l'impact que ça a eu. L'impact. Je me rappellerai toujours, quand j'ai vu ça à la télé, c'était un soir sur Trace, j'ai compris que le game africain francophone avait switché à ce moment-là. Donc c'est un titre fondateur. C'est un titre, en fait, je pense que même ni le groupe, ni moi, on a vu ça venir. On n'a pas vu ça venir parce que ils avaient fini l'album Pétard d'Ado, là. Ils étaient à fond dessus. Et un jour, Didi m'a appelé. Il faut dire qu'il veut faire... il y a un son qui est dans sa tête, là. Lui doit faire ça. Qu'on appelle ça Tu es dans pain. Qu'il arrive même au studio comme ça. J'ai dit, man, je suis fatigué. Hein, parce que je rentrais même du bois de nuit. J'étais KO, il y avait la gueule du bois, tout ça. Le gars dit, non, pardon, j'arrive, on fait ça vite. Et Didi, lui aussi, quand il a quelque chose en tête, là, on peut pas on peut pas le décourager, en fait. Donc, il est venu matin, genre 9-10 heures. Là. On s'est assis. Il a essayé de m'expliquer comment il voyait le son. Donc, il a commencé à faire la prod et tout. Il a fait le refrain. Il est rentré. Il a envoyé ça au groupe. Chacun a écrit son couplet. Après, ils sont venus poser. Et ils ont sorti le son. Eux-mêmes, en fait, je pense qu'ils ont sorti le son comme ça, tu vois. Mais ça éteint toute la promo de Pétard d'Ado. Là. Et enterré, fini. Ouais, parce que le son était différent. Le son était c'était complètement autre chose, quoi. Ouais, c'était une autre vibe complètement. Ouais. Tu vois. Je pense que le rap ivoire tel qu'il est aujourd'hui est né avec ce son-là. Ouais. Je pense que ça a été vraiment le début, en fait, de toute cette ascension-là. Et franchement, j'aimerais dire aussi que il faut qu'on donne le mérite à Kifno Beat et aussi à Didi pour tout ce travail-là. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Quels que soient les clashs, quels que soient les différents,
il faut qu'on reconnaisse en fait que ce groupe-là, avec tout ce qu'on a fait, avec tout ce qu'on a eu à faire autour, avec moi y compris, on peut pas nous enlever le fait que on a changé la musique en Côte d'Ivoire. Que ce soit moi, que ce soit lui, que ce soit le groupe. Voilà. Et maintenant, pour terminer, ta meilleure collaboration, ton meilleur featuring? Ma meilleure collaboration, pour le moment, je pense que c'est le son avec Loco. Ouais. Je pense que c'est le son avec Loco. Ok, Loco, ça c'est personnel. Ouais. Loco a vraiment, il est vraiment rentré dans l'âme du son, en fait, comme je le voulais, quoi. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posée? Ou est-ce qu'il y a une info que tu voudrais donner, un message que tu veux faire passer? Bon, le message que je vais faire passer maintenant, c'est que là, je suis en train d'enregistrer des sons même dans ma chambre. Et je vais faire 10 sons. De là à là. J'en ai déjà enregistré 3 ou 4, je sais plus. Ça va finir dans les semaines à venir. Je vais le balancer. 10 sons que je vais appeler 10 tracks. Pas mal. Pas mal. Ok, bah écoute, on attend ça. On attend ça impatiemment. Et puis vous allez avoir mon point de vue en fait sur cette histoire-là. Pour que définitivement vous me laissiez tranquille, quoi. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour l'annonce. Merci. Vous avez l'esprit. Merci. Merci. Et c'est un plaisir de t'avoir reçu sur le Cotonou Boy Show. C'est un plaisir de t'avoir à Cotonou. Et bah reviens plus souvent. Tu as la maison ici. Merci d'avoir. On est ensemble, famille. On est ensemble. Cotonou Boy Show.